Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Clément Roberge, PDG du Cercle Finance du Québec. Au nom du Cercle Finance et de l'Association des femmes entrepreneurs de Québec, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence web. Merci également à nos partenaires de diffusion, la Chambre de commerce et de l'industrie de Québec, la Chambre de commerce de Lévis et l'EFEA. La conférence de ce midi était prévue pour le 6 mai. Nous étions au sommet de la première vague à ce moment-là et comme toutes les organisations et associations, nos activités étaient soit suspendues, soit reportées. Après avoir pu présenter M. Éric Girard, ministre des Finances, en web le 22 juin, 3 mois de décalage avec la date déjà prévue au départ, nous sommes heureux de recevoir et je remercie d'être avec nous, Mesdames Fortier, Grenier, animation de Mme Lemieux. Je remercie également Piédestal Productions, partenaire de longue date, qui va gérer l'opération et qui a créé un studio ce printemps. Confidence, jusqu'à dimanche soir, il était prévu que notre panel serait sur place. Comme à tout le monde en parle, ça aurait fait changement des derniers mois. Les couleurs de dimanche, l'accélération du nombre de cas, donc la situation générale, nous prive du plaisir de les avoir avec nous toutes les trois et d'utiliser la méthode classique des derniers mois. Donc, elles seront chacune chez eux. Donc, ça sera en réécoute en passant, je vous mentionne, pour le lien vous sera donné dans les prochains jours. Donc, je nous souhaite une très bonne conférence et un bon automne à tout point de vue. Je passe la parole à Tina, secrétaire du Cercle Finance, qui va venir nous présenter notre panel. Merci et bonne conférence. Merci, M. Roberge. Encore une fois, bienvenue à cette conférence web. Un grand merci à notre animatrice et nos deux panélistes d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous tous qui sont présents pour plonger avec nous sur le parcours de ces remarquables invités. Et je dirais aussi afin de marquer d'une autre façon notre tradition d'automne qui célèbre les femmes en finance. Sans plus tarder, je vous présente donc Mme Sophie Lemieux, notre animatrice aujourd'hui. Madame Lemieux est titulaire d'une maîtrise en finance de l'Université Laval et cumule une vingtaine d'années d'expérience dans ce domaine, ainsi qu'en communication. Elle est actuellement vice-présidente responsable des clients institutionnels chez Fiera Capital. Madame Lemieux siège dans plusieurs conseils d'administration, dont la RASC, l'Association de la retraite et des avantages sociaux, et la Rue des femmes, qui accueille et soigne des femmes en itinérance. Ensuite, nous avons Mme Isabelle Grenier, présidente et chef de la direction de Caléido Croissance, une organisation pionnière en matière de régime enregistré d'épargne études. Avocate de formation, Mme Grenier a exercé le droit en pratique privée pendant une dizaine d'années avant de rejoindre le service juridique d'Universitas, qui est donc actuellement Caléido. Active dans le milieu financier depuis près de 20 ans, Mme Grenier est reconnue pour son leadership mobilisateur. Elle a à cœur de contribuer à la valorisation de l'éducation et de la réussite scolaire. Cette grande préoccupation se traduit tant bien dans ses orientations professionnelles que ses engagements philanthropiques. Enfin, nous avons avec nous aujourd'hui Mme Geneviève Fortier, chef de la direction de Promutuelle Assurance, la première femme à occuper cette fonction depuis les 168 ans d'existence de l'organisation. Madame Fortier possède une maîtrise en relations industrielles de l'Université Laval, reconnue pour sa pensée stratégique et son leadership centré sur l'humain et les résultats. Elle a occupé avec succès des postes de haute responsabilité, dont jusqu'à tout récemment celui de première vice-présidente des ventes et distribution chez SSQ Assurance. Elle est également une des leaders de l'EFEA, un programme novateur visant à offrir aux femmes des outils concrets pour propulser leur ambition professionnelle et accélérer le développement de leur potentiel. Administratrice de sociétés expérimentées, elle préside actuellement plusieurs conseils d'administration, dont Sanimax, le groupe Germain Hôtel et le Bureau d'assurance du Canada. Bonne conférence à tous et je passe la parole à Mme Lemieux. Merci beaucoup, Tina, et je remercie aussi Clément, le Cercle Finance, de me donner cette occasion de m'entretenir avec ces deux grandes dirigeantes. On vous les a présentées, ça augure déjà bien, hein, je pense, comme
comme conversation qu'on va avoir au cours de la prochaine heure. Donc, oui, vous l'avez entendu, en gros, là, c'est deux dirigeantes qui ont, déjà, on le voit, qui ont des parcours différents, mais je vous le dis, elles ont un point en commun, elles aiment gagner, mais pas gagner au détriment des autres. Gagner en équipe, gagner de façon à se réaliser, gagner de façon à redonner dans la communauté également. C'est ce que j'ai retenu, là, je vous dirais, après ma barre dans la première conversation que j'ai eue avec Isabelle et avec Nathalie. On a décidé d'y aller avec la méthode conviviale. On va se permettre de se tutoyer. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'on est dans un contexte actuellement où les jeunes, soit les jeunes en entreprise, les jeunes qui vont entrer dans le milieu du travail, vivent vraiment une période d'incertitude, un peu comme tout le monde, avec ce qui se passe avec la COVID. Donc, c'est vraiment important de présenter, et je félicite le Cercle Finance de prendre ces initiatives-là, d'organiser ce genre de webinaire, de mettre de l'avant des modèles de dirigeants, de dirigeantes, des modèles qui sont différents les uns des autres, qui atteignent parfois le même but, mais qui, en tout cas, nous inspirent et nous donnent le goût, justement, comme relève, comme jeune, ou peu importe, même comme moins jeune, comme moi, par exemple, de passer à l'action et d'atteindre vraiment ces objectifs. Je pense que c'est ce que vous allez retenir à la fin de cette heure, ou c'est ce que ça va vous donner le goût de faire à la fin de cette heure de conversation. Donc, à mon tour, j'accueille Geneviève Fortier, chef de la direction de ProMutuelle, et Isabelle Grenier, présidente et chef de la direction de Calido. Bonjour à vous deux, mesdames. Bonjour. Bonjour, Sophie. Je veux juste dire aux gens tout de suite, vous avez aussi l'occasion de poser vos questions. Si des questions vous viennent en tête au fur et à mesure qu'on discute, posez-les dans le chat, en fait, qui se trouve soit dans le bas, les trois petits points là, dans le bas de votre écran, si vous avez un ordinateur, mais si vous utilisez une tablette ou un portable là, ou un téléphone, c'est plutôt dans le haut à droite. Alors, et je tenterai de filtrer, de passer à travers les questions au fur et à mesure, puis à la fin, d'adresser les questions qui n'auront pas été répondues. C'est sûr que là, on va parler de votre parcours, on va parler de vos réalisations, de vos défis. Vous allez témoigner de vos expériences, de vos motivations. Mais là, on est chacune chez soi. On devait réussir à se trouver, comme le dit Clément, ensemble dans le même studio en respectant la distanciation. On n'a pas pu. Alors, la question qui est de mise, c'est comment allez-vous? Et comment allez-vous depuis ces derniers mois complètement rocambolesques, d'autant plus que vous êtes, je dirais, deux jeunes dirigeantes dans vos entreprises, 1 an et demi pour Isabelle chez Calido, mais 6 mois, là, je pense, à la tête de ProMutuelle pour Nathalie. Alors, comment allez-vous, là? J'irai avec toi, Isabelle, d'abord. Bien, merci, Sophie. Bien, ça va bien. Ça va bien dans les circonstances où, évidemment, on préférerait de loin être avec notre équipe en présence, là. Alors, moi, présentement, je suis au bureau, mais je suis une des rares personnes présentes ici. Alors, bien, ça va bien. Je te dirais que depuis le début de la pandémie, nous, d'abord, avant la pandémie, on avait amorcé un virage numérique. On travaillait fort en vue de ce virage-là. Puis, évidemment, du jour au lendemain, on s'est tous retrouvés en télétravail. Donc, ça va bien dans la mesure où on est toujours capable d'avancer nos projets qui sont très stimulants, mais on s'ennuie de notre monde. Alors, oui. On a hâte à un retour un peu plus à la normale, mais en attendant, on fait comme tout le monde, hein? On s'adapte, on s'ajuste, et puis il faut que les choses continuent. Oui, puis Nathalie, là, je disais, c'est 6 mois. Là. Fait que donc, dans le fond, là, ça faisait à peu près 2 mois que tu venais d'accéder à ce poste de chef de la direction de ProMutuelle et bang, la vie change du jour au lendemain. Comment ça va? Un peu fatigué, un peu épuisé ou encore complètement énergisé? Ben, je pense que, tu sais, pour tous les chefs de direction, que ce soit 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, tout le monde a dû s'adapter. Alors, je me suis adaptée. Notre organisation va bien. On est privilégié dans l'industrie des assurances. Alors, c'est une année pour nous où les choses vont très bien. Alors, on n'a pas cette préoccupation-là de la performance. On a plutôt la préoccupation de continuer à bien servir nos 630 000 membres. Et moi, je veux saluer l'équipe de ProMutuelle partout à travers le Québec qui s'est vraiment tournée très, très rapidement de bord. Et on a mis en place, évidemment, ce qu'il fallait qu'il soit fait pour continuer à servir nos clients. Et je dirais que tout le monde a mis l'épaule à la roue. Fait que quand on est porté par son équipe, quand on est porté par le désir de servir à nos membres assurés, ben c'est sûr qu'au final, l'énergie est là et l'énergie continue d'y être. Pour rebondir un peu sur ce que Isabelle disait un peu plus tôt, tu sais, je pense qu'on est entré dans cette vague-là au printemps en se disant, bon, ça va durer le printemps, puis là, on est entré dans l'été de façon un peu frivole en étant très content d'avoir retrouvé nos libertés. Et je pense que le vrai test de résilience, il se fait maintenant.
Puis il se fait maintenant parce que il y a personne qui voulait retourner dans des restrictions alors qu'on n'a pas le choix d'y aller tout le monde ensemble. Alors moi, je trouve que notre rôle comme dirigeant d'organisation, c'est de s'assurer de rester branché sur nos équipes pour qu'on puisse effectivement s'ajuster, réagir, mettre en place les moyens qu'il faut pour que chacun puisse nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, de mon côté, ça va aussi. Bon, mais je veux juste savoir un petit peu plus quand même. Quand on est à la tête d'une entreprise, on est beaucoup dans la vision, dans la planification stratégique, dans évidemment le plan d'action, l'exécution, mais il y a quand même un déroulement qu'on développe et qu'on met en application, là, j'imagine. Puis évidemment, il y a un gros côté de ressources humaines, ressources technologiques, etc. Là, on s'entoure pour réussir à atteindre nos objectifs. Quand il arrive une crise comme ça, là, on est vraiment dans l'instantané. C'est du direct, pas à peu près. C'est quoi le premier réflexe? Isabelle, ça a été quoi le premier réflexe là, quand 13 mars, là, on apprend que confinement complet, qui on approche en premier, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Bien, je te dirais, le premier réflexe, là, ça a vraiment été d'abord de nous assurer que tout le monde était en sécurité, qu'on puisse envoyer tout le monde à la maison, puis qu'on les outillait, nos gens, pour être en mesure de maintenir le service client. Je pense que ça, c'était essentiel dès la première journée. Puis, ce qu'on voulait vraiment, nous, s'assurer, c'était comme tu disais, Geneviève, de maintenir un lien de communication. C'est sûr qu'on a dû s'adapter très rapidement parce que si je pense simplement à nos représentants qui... oui. De façon traditionnelle, rencontre les clients en personne. On est dans des services financiers, on a un produit à présenter, on le fait en personne. On est vraiment reconnu pour notre caractère humain chez Kaleido. Bien, rapidement, on a dû s'assurer qu'ils étaient outillés pour continuer à faire leur travail à distance avec des plateformes qu'on n'utilisait pas avant. Donc ça allait autant pour le travail de nos représentants sur les ventes que pour garder le contact avec les équipes. Puis la première pensée, c'était, avant de penser à la productivité, là, c'était vraiment de penser comment on peut maintenir ce lien de communication-là, rassurer les gens, s'assurer que tout le monde est bien organisé, puis qu'on répond aux questions, puis maintenir le contact avec nos clients. Ça, c'était la priorité numéro 1. Puis aussi, de penser donc à nos gens à l'interne, mais aussi de penser à nos clients. Puis nous autres, la tendance qu'on a prise dans les premières semaines qui ont suivi le début de la pandémie, pendant, je te dirais, 1 mois à peu près, c'était un peu de reléguer les ventes au second plan. Nous, un peu comme toi, Geneviève, on a la chance d'être dans un domaine, on est dans l'épargne études et les gens, on se rend compte maintenant, ils ont un peu plus d'argent pour épargner, puis on est dans un produit très sécuritaire aussi, donc ça va bien. Mais ce qu'on voulait, c'était communiquer avec nos clients puis prendre des nouvelles. Alors, c'est ce qu'on a fait avec nos représentants. On a rejoint en quelques semaines pas moins de 26 000 clients, juste pour voir comment ça va. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Y a-t-il des mesures d'allègement qu'on peut vous proposer? Donc, c'est de démontrer l'empathie qui nous caractérise. Ça a été vraiment là, notre premier réflexe. Donc, sécurité, être capable d'être bien outillé pour travailler à distance, puis de faire preuve d'empathie parce qu'on se le dira, c'est une situation qui était vraiment jamais vue pour qui que ce soit. Il fallait vraiment démontrer qu'on serrait les coudes ensemble. Oui. Geneviève, est-ce que ça va dans le même sens? Tout à fait. Tout à fait. Oui, puis tu sais, je pense, Sophie, tu faisais référence à, tu sais, il y a certaines décisions qu'il a fallu prendre rapidement. Alors, c'est sûr qu'à partir du moment où le confinement a été annoncé le 13 mars, nous, c'était 2000 personnes qu'on devait déployer à travers le Québec. Puis l'idée, c'était de s'assurer qu'on maintienne intact le service à nos membres assurés. Puis pour ce faire, mais au niveau de l'équipement, pour gérer des files d'attente de clients qui appellent, on pense que, tu sais, on envoie chacun chez eux, mais on ne peut pas envoyer chacun chez soi comme ça. Il faut coordonner la gestion des files d'attente, la gestion du service téléphonique. Donc, pour nous, ça a été ça, la préoccupation des 2 premières semaines et demie, 3 premières semaines. Alors, tu as raison de dire on était dans l'instantanéité. Comment on prend ces décisions-là? On exécute de façon rigoureuse, disciplinée. Beaucoup de travail qui a été fait par les équipes. Puis, évidemment, on voulait s'assurer que nos employés soient en sécurité. Alors, ça a été le premier guide. Et le deuxième guide, c'est comment on combine ça avec le service à nos membres assurés. Alors, je dirais d'un point de vue business, entreprise, c'est comme ça qu'on l'a abordé. Puis après ça, l'autre préoccupation qui a rapidement fait surface, ça a été de dire comment on recrée la dynamique des équipes
alors que tout le monde est chacun chez soi, que les enjeux technologiques, dans les premières semaines, je pense qu'on va garder tous dans nos registres de souvenirs, monte ton volume, ouvre ton micro, ferme ton micro. Alors, on s'est tous habitués à ça. Et donc, après ça, une fois qu'on est passé à travers ça, l'idée, c'était de dire comment on recrée une dynamique d'équipe en mode virtuel. Ça demeure pour moi aujourd'hui, je trouve, un défi important auquel toutes les entreprises sont confrontées. Oui. Je dirais à ça, c'est ajouter le défi psychologique. Tu sais, quand on parlait tantôt, c'est un vrai défi de résilience, un vrai défi d'endurance. Je pense que c'est pas tout le monde qui trouve ça facile, effectivement, d'être à la maison. Et le grand défi de nos leaders, c'est d'être suffisamment proches de leurs équipes pour pouvoir déceler les besoins des membres de leur équipe, puis créer, dans le fond, les ajustements, les accommodements qui sont nécessaires. Oui. Je dirais le troisième élément qui s'est placé très rapidement pour nous, comme assureur, ça a été de dire comment on peut supporter nos membres assurés qui étaient eux aussi tous confinés à la maison, qui n'avaient pas nécessairement le goût d'entendre parler ou de négocier des assurances, puis qui n'avaient pas non plus le goût de payer des primes alors qu'il y avait beaucoup moins de sinistres qui étaient là. Fait que rapidement, toute l'industrie, incluant Promutuel, on s'est mis dans un mode où on a réfléchi aux mesures d'allègement qui allaient devoir être mises en place pour soulager nos entreprises, soulager nos particuliers qui vivaient ces situations-là. Donc, ça a été très occupé. Mais ce que je veux dire, puis ce sera mon dernier commentaire, c'est que bien qu'on a été dans l'instantanéité au départ de cette crise-là, très rapidement, on a convenu qu'on ne devait pas perdre de vue la cible et les cibles qu'on avait d'un point de vue stratégique. Et donc, il fallait trouver le juste équilibre entre s'assurer que le court terme fonctionne bien, mais qu'on continue à développer pour le moyen et le long terme. On est tous convaincus qu'on va sortir de cette crise-là, alors on ne peut pas attendre d'en être sorti pour être prêt. Non, tout à fait. Puis on va s'en sortir, mais en même temps, ça va changer des choses. Les choses maintenant vont se faire de façon complètement différente, mais je vais vouloir que plus tard, on revienne un peu sur, à partir de maintenant et le futur, qu'est-ce que tout ça a changé dans le milieu de travail, mais là, il ne faut pas oublier notre thème, c'est parcours inspirant. Puis moi, je pense que je le rephraserais comme ça, je l'intitulerais parcours inspirant, résultat éclatant. Fait que là, on va parler de vos parcours. Isabelle, d'abord, puis ça, c'est vraiment un point commun que vous avez toutes les deux de vous retrouver à la tête d'une institution financière, alors qu'à la base, votre parcours n'est pas dans le domaine financier. Finalement, c'est moi qui devrais être dans votre chaise, là. C'est moi qui l'ai fait la maîtrise en finance. Moi, j'anime, là. Non, mais blague à part, Isabelle, toi, tu te destinais à une carrière d'avocate. Alors, raconte-nous un peu qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvée comme ça à évoluer au sein d'une entreprise de services financiers jusqu'à accéder là, au poste de présidente et chef de la direction. Oui, donc, comme tu dis, Sophie, moi, je suis avocate de formation, puis j'ai travaillé en cabinet comme avocate pendant près de 10 ans quand j'ai commencé ma carrière. Puis, j'imaginais pas qu'un jour, ça ne faisait pas partie de mon plan de carrière de devenir présidente d'une organisation financière à ce moment-là. Puis mes champs d'activité comme avocate, c'était le droit familial, le droit des affaires. Puis j'enseignais également au cégep puis dans des centres de formation professionnelle en matière de droit des affaires. Alors, j'aimais beaucoup ça, évidemment. J'aimais défendre les causes de mes clients, j'aimais défendre leurs intérêts. Je plaidais. Puis je me rendais compte au fil du temps que la confrontation ou de travailler dans un contexte d'adversité, on va plaider nécessairement, plus de chicane là-dedans, on se le dira, hein? On va au combat, ça convenait moins à mon profil, disons ça comme ça. Et puis, j'ai rapidement eu l'envie de travailler, parce que moi, je suis une fille positive là, qui travaille, qui aime diriger des projets constructifs, disons ça comme ça. Puis, j'ai vu l'opportunité chez Kaleido, qui était universitaire à l'époque, d'entrer dans une entreprise pour bâtir un projet commun avec des gens qui ont des champs d'expertise très différents du mien. Et puis, avec du recul, je me rends compte que ce qui m'a attirée chez Kaleido, c'était vraiment ce qu'il y avait... c'était ma trame de fond. Lorsque j'étais avocate, la trame de fond de ma pratique, là, c'était la famille, l'éducation, les affaires. Puis, chez Kaleido, avec l'épargne-études, ça rejoignait ces intérêts-là que j'avais. Alors, quand je suis entrée, je trouve ça un peu drôle de le dire comme ça parce que c'est vraiment ce que j'ai fait. Ça a été un peu un coup de tête. J'avais entendu parler qu'il y avait une opportunité qui allait s'ouvrir chez Kaleido, universitaire à l'époque. Puis moi, je suis partie un bon matin. On se rappellera que ça fait 20 ans de ça, donc les pratiques étaient un peu différentes, mais je suis partie avec mon CV papier en main, sans rendez-vous. Puis je suis arrivée là, puis j'ai demandé de rencontrer le président, qui était Jean Marchand,
Alors, président fondateur d'Université en 164, qui était toujours très actif, que je ne connaissais pas nécessairement, mais je me suis présentée là, puis ça a été donc un coup de tête, je te dirais, Sophie, qui a généré un coup de cœur professionnel, mutuel de la part de M. Marchand et moi. Puis, je suis entrée comme secrétaire corporative, donc comme avocate, responsable là, de toutes les instances de la gouvernance, les conseils, les comités. Puis, au fil des ans, j'ai accumulé des fonctions différentes. Je suis devenue directrice des affaires juridiques, par la suite, corporative. Par exemple, j'ai fait un petit passage au marketing par intérim, la vice-présidence marketing. J'ai été responsable aussi de la direction des ressources humaines. C'est un autre point en commun, les ressources humaines que j'ai avec Geneviève. Également, j'ai été à la tête des relations publiques et des communications. Alors, j'ai gravi les échelons de cette façon-là, puis tout en m'assurant d'aller chercher aussi des formations externes, du coaching, pour aller chercher d'autres expériences, parce qu'on pourrait penser que de cheminer à l'intérieur d'une organisation, ça nous limite, ça nous restreint dans nos apprentissages. Mais moi, ce que je constate après toutes ces années-là, c'est que quand je suis arrivée, c'était une plus petite entreprise. À Californie, de 35 employés, c'était beaucoup plus modeste. Et puis, on dominait un marché où les institutions financières étaient à peu près absentes dans l'épargne-études. On a été vraiment les pionniers, puis on était à peu près les seuls. Et on a tellement dû évoluer puis s'adapter pour se maintenir comme un leader de l'épargne-études que nécessairement, j'ai l'impression d'avoir vécu dans plusieurs entreprises différentes. Oui. Ça a tellement changé. Alors, c'est le parcours que j'ai fait pour arriver finalement donc à prendre les rênes de l'entreprise en janvier 2019. Mais donc, toi, derrière ça, ce parcours-là, c'était toujours motivé par le fait que il y a une grande ouverture là, que je comprends parce que tu accédais à différents rôles, tu n'as pas eu peur de changer de rôle, mais aussi par le fait que tu te retrouvais dans cette entreprise-là. Tu dis, tu n'as pas ressenti le besoin d'aller voir ailleurs, l'industrie évoluait, l'entreprise pour laquelle tu travaillais évoluait, puis il y avait une mission qui te tenait à cœur. C'était comblé à l'intérieur même de l'entreprise. Est-ce que tu as un but nécessairement d'atteindre le poste de présidente et chef de la direction un jour? Ou... c'est d'arriver plus sur le tard, je te dirais. Peut-être les 15 à 17 premières années, c'était quelque chose que je n'envisageais pas nécessairement. Puis, je m'accomplissais pleinement parce que, comme je le mentionnais, j'apprenais constamment. Puis, dans une entreprise qui n'est pas énorme, on est une grande entreprise quand même, mais j'avais la chance de toucher à peu près à tous les secteurs. Donc, j'étais constamment en apprentissage, puis pas tout le temps sur mon X. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important aussi de réaliser. Puis c'est très propre aux femmes probablement, mais à un moment donné, il faut faire preuve d'un peu d'audace. On a souvent tendance, surtout les filles, je pense, à ne pas postuler sur un emploi ou une promotion parce qu'on pense qu'on n'a pas tout ce qu'il faut au jour 1. Alors, moi, je crois que de côtoyer des gens qui sont d'autres domaines d'expertise, même des gens plus forts que soi dans certains secteurs, c'est ce qui nous fait grandir. Alors, peut-être, non, effectivement, moi, je me voyais très bien évoluer comme ça. Puis dans les dernières années qui ont précédé là, ma nomination, clairement, là, c'était quelque chose que j'envisageais. Puis j'ai toujours travaillé en étroite collaboration avec le président. Il n'y a eu que des présidents, moi aussi, avant la nomination, et le conseil d'administration. Donc, c'est devenu, oui, ça fait partie de mon plan de carrière, mais dans les toutes récentes années. Les dernières années. Ouais. Geneviève, tu es une fille de RH, on l'a dit tout à l'heure, à la tête maintenant d'une compagnie d'assurance. C'est sûr que ça prend du cran, ça prend de la détermination. Puis ton parcours est différent dans le sens que toi, tu t'es plus promené, tu t'es forgé là, à travers différentes entreprises pour atteindre le sommet. Oui. Oui, effectivement. Puis moi, j'aime les parcours atypiques aussi. Fait que ça colle bien avec moi, cette espèce de parcours-là. Je pense que, tu sais, cette dualité-là, elle existe en moi depuis très, très longtemps. Moi, je me souviens quand j'ai fait mon choix de programme universitaire, tu sais, j'ai débattu entre la médecine, la criminologie et les ressources humaines. Alors, on peut tout être aux antipodes. Mais je reculerais peut-être juste un petit peu avant ça pour dire que moi, dès mon très, très jeune âge, j'étais confortable en avant du groupe. J'étais confortable à diriger des équipes et les gens qui m'entouraient me plaçaient souvent en avant du groupe. Alors, quand c'était le temps de nommer un capitaine, quand c'était le temps de demander à quelqu'un de prendre la responsabilité,
ça venait avec. Et je disais que je faisais ça inconsciemment parce que j'étais bien là-dedans. Fait que tu ne te poses pas ces questions-là du tout quand tu es enfant, puis ça grandit avec toi. Et puis évidemment, éventuellement, j'ai fait mon choix de programme universitaire et j'ai décidé d'aller en gestion des ressources humaines. Puis je me souviens que le déclencheur qui avait fait en sorte que j'avais fait ce choix-là, c'est que moi, j'étais convaincue que c'était l'humain qui était derrière l'organisation qui amenait le niveau de performance. Moi, je dirais que je suis une compétitive de nature. Souvent, j'ai du sang rouge qui me coule dans les veines, puis au sens propre et au sens figuré, parce que j'aime gagner, j'aime la compétition, j'aime m'entourer de gens très forts pour qu'on gagne. Donc, ça aussi, ça fait partie de mon ADN. Et donc, je dirais que très, très tôt, moi, j'ai été attirée par l'industrie pharmaceutique, les services de santé, où j'ai passé la très grande partie de ma carrière. J'ai passé une vingtaine d'années là. Évidemment, il y a un forté tout au long de ce parcours-là, qui est la gestion des ressources humaines. Et je dirais dans ma vingtaine, dans ma trentaine, j'ai contribué à des grandes transformations d'entreprise et à la direction d'équipes assez larges. Et ça m'a fait, dans le fond, réaliser à quel point, oui, à partir du siège RH, j'étais capable d'influencer les organisations, mais il y a un désir très affirmé qui est né à ce moment-là de dire, ici, j'essayais de le faire dans le siège du conducteur. Ici, plutôt que de le faire par une fonction support, qui est la fonction ressources humaines, je le faisais dans le siège du conducteur. Fait que ça a commencé à germer cette idée-là. Et je réalisais bien, parce que j'accompagnais des présidents. Moi, j'ai travaillé dans 8 organisations avant de joindre Promutuelle. Fait que donc, je réalisais bien, après avoir accompagné des présidents, que la fonction RH n'était pas nécessairement celle qui était la plus facile pour réussir ce passage-là. Et ce qui s'est rapidement installé, ça a été l'idée de dire, est-ce que je peux élargir, dans le fond, mes compétences transversales pour me préparer éventuellement à un rôle comme celui-là? Et j'ai commencé à faire ça. Je dirais qu'au début de ma quarantaine, là, ça s'est placé comme une évidence. Je me disais, je suis capable de faire ça. Fait que là, il faut juste, dans le fond, travailler à se préparer pour cette ambition-là. Et moi aussi, comme Isabelle, j'ai eu l'opportunité de diriger plein de portfolios différents. Là, je pense que j'ai déjà compté, puis c'est comme 7 domaines différents où j'ai dirigé. Et là, c'est intéressant parce que je n'avais pas nécessairement les compétences techniques pour le faire. Mais ce qui me permettait d'être capable de le faire, c'était, dans le fond, probablement ma capacité à travailler avec les gens, puis à mettre les bonnes personnes dans les bons rôles, puis à aller chercher le meilleur de ces personnes-là, puis ensemble, à réussir, dans le fond, à performer. Et ce qui fait que, je dirais, dans les 5 dernières années, j'étais non seulement convaincue que c'est ce que je voulais faire, mais j'étais convaincue que j'étais prête. Et j'ai dit en 2017, je dirais, accepter que cet objectif-là, je ne l'atteindrais pas dans l'entreprise où j'avais passé les 10 dernières années, pour toutes sortes de bonnes raisons qui seraient trop longues à expliquer. Et je me suis résolue à quitter ce bateau-là que j'ai beaucoup aimé, d'où j'ai beaucoup, beaucoup appris, pour prendre une pause professionnelle de quelques mois et dire, si je tiens à cet objectif-là, il faut que je fasse de l'espace pour que ça arrive. Et comment je crée cet espace-là pour pouvoir me réinventer et passer à la prochaine étape. Et c'est là où l'industrie des assurances s'est inscrite pour moi comme probablement la prochaine, en anglais on dit « the next best thing ». Pourquoi c'était la prochaine meilleure chose pour moi? Parce que je suis un agent de transformation. J'aime faire évoluer les organisations, moderniser les organisations. Et je trouvais que l'industrie des assurances était au cœur d'une grande transformation d'industrie. Et je me disais, ça serait intéressant de le faire. Et là, ça prenait un leader courageux qui allait, dans le fond, m'aider à faire ce passage-là. Donc, d'un forté, je dirais, ressources humaines, fonction de service à la ligne hiérarchique. Et il y a eu plusieurs opportunités qui se sont ouvertes à ce moment-là, quand j'ai créé cet espace-là. Et j'ai choisi d'aller chez SSQ Assurance à ce moment-là, qui est toujours dirigé par Jean-François Chalifou. Son horizon s'est étendu un peu depuis, mais Jean-François m'a fait confiance pour me donner mon premier, je dirais, grand rôle hiérarchique, qui était le rôle de première vice-présidente de vente et distribution, qui a très bien fonctionné avec une équipe fabuleuse et qui a fait en sorte que, je pense, quand l'opportunité s'est présentée chez Promutuelle, je sentais que j'étais prête à y aller. Et là encore, je pense que le conseil de Promutuelle a osé aller chercher un leader complètement différent de ce qu'on retrouverait normalement pour diriger une compagnie d'assurance. Puis je pense que le conseil a réfléchi en se disant,
ben, elle a probablement des attributs qui sont différents et complémentaires à ceux de l'équipe en place, qui pourraient nous permettre de créer une recette un peu différente. C'est ce qu'on fait depuis 8 mois maintenant. Oui, depuis 8 mois, et un 8 mois assez rocambolesque, comme je disais tout à l'heure. J'aimerais ça vous entendre sur, je lisais un article dans la presse au printemps dernier de Francis Veil qui parlait de l'éclatement du plafond de verre de la génération X. Vous êtes génération X, puis lui, il faisait référence à toutes les nominations qu'il y a eu récemment dans le secteur public, des nominations de femmes, Sophie Brochu à la tête d'Hydro-Québec, Kim Thomasin, qui est du côté des marchés privés au Québec pour la Caisse de dépôt et de placement. Il y a Nathalie Paladichev, que le Cercle Finance a déjà aussi reçu en entrevue, la RASC également pour Ivanhoe Cambridge, Geneviève Morin de Fonds d'Action aussi. Donc, c'est toute une génération de femmes qui ont atteint vraiment le sommet dans le secteur public, dans le secteur privé. Ce qu'on disait dans cet article-là, c'est que dans le fond, le problème, c'est peut-être pas de traverser ce plafond de verre-là, c'est-à-dire d'atteindre le sommet, mais c'est le parcours pour y arriver et d'accéder aux postes intermédiaires, aux postes de gestionnaire qui vont nous permettre de nous donner l'expérience pour accéder au sommet. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dans votre parcours à vous, l'avez-vous senti premièrement une espèce d'obstacle en cours de parcours ou quand l'avez-vous senti exactement ou peut-être pas du tout là, dans votre cas? Si je peux y aller, Sophie, moi, oui, vas-y, Isabelle. Je le sais que c'est une réalité, le plafond de verre. Là. C'est indéniable. Moi, chez Calédo, j'ai été là 20 ans, je suis là depuis 20 ans. C'est pas un obstacle que j'ai senti le fait d'être une femme. Pas du tout. Mes supérieurs immédiats, donc les présidents, ont toujours été des hommes avant moi. Puis, à commencer par M. Marchand, le fondateur, lui, il a 5 filles. Puis, il a toujours dit que les femmes, puis il nous le disait, là, il disait à ses filles, mais il disait aux femmes du bureau que les femmes étaient capables des plus grandes réalisations. Alors, je me suis toujours sentie propulsée par en avant par ces hommes-là, autant les présidents qui m'ont précédé que les membres du conseil d'administration. Puis, comme disait Geneviève, c'est le conseil qui choisit le président, le directeur général d'une organisation. Donc, moi, je n'ai pas senti ça. Je pense que ce qui fait une différence, que l'on soit un homme ou une femme, quand on veut gravir des échelons dans une entreprise, c'est certainement la qualité des relations de travail que tu peux avoir. Pour moi, je pense que ça a été une clé, c'est-à-dire d'avoir une relation de respect, une relation de confiance, pas seulement avec les supérieurs hiérarchiques, mais avec les collègues, avec les employés. Alors, certainement que dans mon cas, ça a été un élément, je pense, assez déterminant dans ma nomination. Alors, le fait que on développe de bonnes relations, qu'on est authentique, qu'on est transparent, que quand on dit quelque chose, on le fait. Ça, je pense que ça n'a pas de prix. Alors, c'est certainement ce qui m'a amené, moi, à progresser dans l'organisation parce que je sais que les gens me faisaient confiance, puis j'ai aussi une certaine facilité à supporter le stress. J'ai été porte-parole de l'organisation pendant des années auprès des médias. C'est pas toujours facile et ça n'a pas toujours été facile. Mais certainement que ça aide à forger la confiance que les gens peuvent avoir en nous quand on est en mesure de garder notre sang-froid puis qu'on le fait avec sincérité puis authenticité. Donc, à réponse à ta question, moi, le plafond de verre, il a éclaté, mais pour moi, c'est un parcours assez naturel parce que j'ai été entourée d'hommes formidables aussi, de femmes également, mais je n'ai certainement pas senti cet obstacle-là, pas chez Calédo, non. Geneviève, de ton côté, puis aussi avec ce que tu as vu avec ta tête de RH, comment tu vois cette situation-là, comment tu l'as vécu? Bien, moi, je dirais que chaque parcours est unique. Alors, c'est difficile de tracer un grand trait, puis parfois, on peut trouver des éléments communs d'un parcours à l'autre, mais chaque parcours est unique. Puis en fonction de l'industrie dans laquelle tu es, en fonction des entreprises que tu choisis à travers l'industrie dans laquelle tu es, il y a certaines entreprises qui sont plus audacieuses, qui sont moins craintives de faire ce choix-là. Et donc, je pense que ça varie vraiment. Fait que je serais pas du type à dire je vais tracer une ligne qui est la même pour tous. Quand je l'applique à mon parcours à moi, ce que je constate, c'est que ça a été, je dirais, assez facile. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas beaucoup de travail, beaucoup de discipline, mais je n'ai pas senti de préoccupation à passer d'un step à l'autre, de passer d'une fonction à l'autre, jusqu'à ce qu'on arrive à l'étape de dire, bien, la prochaine étape, c'est le rôle de chef de direction. Et moi, je pense qu'il y a tellement eu de scandales, il y a tellement eu de chefs de la direction
qui n'ont pas réussi. Tu sais, la moyenne de longévité d'un chef d'entreprise, je pense que c'est en bas de 3 ans. Tu sais, c'est court, la longévité des chefs d'entreprise. Alors moi, ce que je sens que dans la plupart des cas, les conseils sont très prudents avant d'officialiser ce type de nomination-là. Et c'est là où ça prend des bons sponsors. Je pense qu'Isabelle a fait allusion à dire il y a des hommes, il y a des femmes formidables qu'il y a eu sur mon parcours. Moi aussi, j'ai bénéficié de ça. Ça prend des appuis. C'est extrêmement rare les gens qui vont se rendre au sommet uniquement par leurs propres moyens, à moins d'avoir fait ta propre entreprise. Qu'on soit homme ou femme. Qu'on soit homme ou femme. Alors, tu sais, moi, je pense que pour se rendre au sommet des organisations, on a tous besoin d'avoir sur notre route des anges gardiens, des gens qui vont avoir le goût de t'en donner plus, qui vont avoir le goût de prendre une chance sur toi, puis pour lequel tu vas répondre présent. Donc, tu sais, je pense que l'histoire là, va continuer à démontrer qu'on va avoir de plus en plus de nominations de femmes dans ces postes-là, contrairement à ce que c'était avant. Puis ce n'est qu'une question de représentation de femmes qui terminent dans des programmes universitaires. Ce n'est qu'une question de transformation des conseils. Il y a de plus en plus de femmes qui sont présentes. Mais tu sais, je pense que le défi, qu'on soit homme ou femme, d'atteindre son premier poste de chef de la direction, ça demeure un défi important. Il est plus important pour les femmes quand on a des conseils d'administration qui ne sont composés que d'hommes et qui doivent faire ce premier pas-là, de dire on va y aller vers une femme. Mais outre ça, tout au long du passage, moi, je pense que à partir du moment où on est clair sur ce qu'on cherche à faire, on est clair sur notre ambition et où on sait bien s'entourer, les portes devraient s'ouvrir avec beaucoup de travail. J'ai le goût de vous lire un commentaire qu'on a eu, qu'on vient d'avoir là, dans notre chat, en fait. Il vient de René Baudry. Mesdames, comme entrepreneur et père de 2 jeunes femmes bourrées de talent, ce que vous dites est très inspirant et sans grande surprise, pour moi, plein d'images me viennent à l'esprit qui confirment ce que vous dites. Possible d'encourager encore plus de jeunes femmes et hommes dans la salle virtuelle à foncer encore plus, même sans avoir 100% des informations et des qualifications. Cette pandémie est une opportunité déguisée pour notre jeune génération de faire 1 ou 2 quantum leap. Alors, de faire 2-3 pas en avant, de géants finalement pour évoluer. D'accord avec ça, évidemment? Moi, je suis d'accord, puis je dirais qu'on a tous la responsabilité quand on progresse dans nos organisations, qu'on soit leader d'une fonction, leader d'une organisation, de poser des gestes. Chaque geste qu'on pose fait une différence. Chaque geste qu'on pose pour aider quelqu'un à prendre confiance, chaque geste qu'on pose pour sortir quelqu'un de sa zone de confort et l'amener à accepter un défi qu'il ou qu'elle n'aurait pas pensé possible, chaque geste qu'on pose contribue à faire une différence. Puis Isabelle, toi, tu es mère de 3 garçons. Mais j'imagine que tu vois ça de la même manière. Bien, absolument, absolument. Alors, tu sais, moi, je le répète, tu sais, qu'on soit un homme ou une femme, je pense qu'une des qualités, c'est vraiment d'être authentique. Puis, pour accéder à un poste comme celui-là, il faut le faire avec, moi, je pense, beaucoup d'humilité dans la mesure où on est là pour servir notre entreprise et ses clients. Tu sais. Je pense qu'un conseil d'administration bien avisé, c'est ça qui va déceler. Est-ce que quelqu'un a un agenda personnel pour se mettre soi-même en valeur ou bien on est là pour les bonnes raisons, tu sais? Alors, c'est sûr que comme dirigeant d'une entreprise, là, il faut prendre soin de soi parce que si on ne prend pas soin de soi, ça va être difficile de prendre soin des autres. Mais je pense qu'on accède à ce poste-là beaucoup plus pour qui on est que pour ce que l'on sait. Tu sais. Alors, vraiment d'être, tu sais, moi, je le dis souvent parce que je me le répète, c'est comme... Pour moi, c'est l'entreprise, c'est ses clients, puis je vais mettre les besoins et les intérêts de mon équipe exécutive puis de mes équipes opérationnelles avant mon propre intérêt s'il le faut. Là. Tu sais, je vais prendre soin de moi. Et je me sens vraiment une grande responsabilité, puis j'aborde cette fonction-là avec beaucoup d'humilité puis de respect pour la fonction. Je pense que ça transpire. Ça devrait faire partie des critères de choix d'un président. Oui. J'aimerais ça qu'on parle de responsabilité sociale. Puis là, le mot au sens général, là, parce que je veux vraiment savoir quelle place vous accordez à la responsabilité sociale, puis sans qu'on tombe, on sait qu'actuellement, on en parle beaucoup. Maintenant, toutes les entreprises vont mettre de l'avant ce terme-là et ce qu'ils font d'un point de vue environnemental, on veut... Mais là, je veux vraiment sentir qu'est-ce que ça signifie pour vous, mais d'autant plus dans le contexte de la crise de la COVID actuellement.
est-ce que ça donne un nouvel élan? De quelle manière? Est-ce que ça remet les pendules à l'heure? Est-ce que pour certains, pendant la pandémie, on entendait peut-être qu'on ne se préoccupera plus de l'environnement, ou au contraire, la pandémie a justement eu peut-être des effets bénéfiques sur l'environnement, puis on va mettre encore plus l'accent là-dessus. Une crise sanitaire, une crise de santé d'abord et avant tout. Donc, il y a tout l'aspect social. Je lisais là, récemment, je pense que la maladie de longue durée maintenant, au sein des entreprises, la plus importante, c'est malheureusement la maladie mentale sous toutes les formes. Alors, je veux vous entendre là-dessus, dans la signification de la responsabilité sociale pour vous à l'intérieur de votre entreprise comme à l'extérieur. Geneviève. Ben, en fait, moi, Sophie, quand tu arrives avec cette question-là, ça me sourit beaucoup parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Puis pour moi, la responsabilité sociale, elle est essentielle. Puis qu'on la décortique dans chacune de ses sous-dimensions, c'est essentiel qu'on en parle. Tu sais, si on parle de la responsabilité environnementale, je pense que la crise a démontré à la planète au complet notre capacité d'avoir un impact sur l'environnement. Puis moi, je trouve que c'est important ce qui s'est passé là parce que pour toutes sortes de bonnes raisons, chacun chez soi, on a peut-être encore aujourd'hui des doutes par rapport à notre capacité collective d'agir sur l'environnement. Bien, on a appris puis on a vu l'effet sur la qualité de l'air, l'effet sur la pollution durant le confinement complet. Évidemment, le confinement complet, c'est pas la solution parce qu'il faut que l'économie roule. Mais ceci étant dit, comme organisation, on va tous être confrontés à des choix importants dans les prochaines semaines, les prochains mois, qui vont être les nouveaux modèles d'organisation du travail qui vont découler de l'après-COVID. Quand ça va être terminé, cette histoire-là, est-ce qu'on va retourner dans nos pantoufles confortables puis remettre autant de véhicules sur la route? Est-ce qu'on va remettre autant de stress à passer des heures dans le trafic sur nos équipes? Ou on va faire évoluer nos modèles d'organisation du travail et on va trouver des modèles hybrides qui vont nous permettre, économiquement parlant, d'avoir un bon niveau de performance et qui vont nous permettre d'aider les familles du Québec, du Canada, les familles de nos employés à vivre une conciliation travail-vie personnelle plus adéquate et en même temps à diminuer notre empreinte environnementale. Moi, je pense que comme dirigeant d'organisation, on n'a pas le droit de laisser passer cette opportunité-là. Il faut la saisir à pied levé. Puis le dernier élément que j'apporterais, c'est, je dis souvent, puis j'ai été très critique de ça. Le premier conseil d'administration que j'ai présidé, j'étais très jeune, et c'est le conseil d'administration de mon ordre professionnel, et j'étais extrêmement critique par rapport aux exécutifs de la profession. Et je disais, c'est comme si les exécutifs, quand ils sont rendus à ce niveau-là, oublient de redonner à la société. Et pour moi, c'est redonner aux générations qui nous suivent. Alors, c'est très, très important pour moi, cet appel-là, que si chaque gestionnaire, chaque leader se sent cette responsabilité-là d'aider la prochaine génération à réussir par toutes sortes de façons, par des gestes concrets qu'on pose, on va tous collectivement faire une différence. Donc, je conclurai en disant que pour moi, la responsabilité sociale, j'y crois profondément. C'est une question qui m'interpelle et c'est une question sur laquelle je trouve qu'on ne discute pas suffisamment. Alors, merci pour la question. Intéressant. Isabelle, puis dans le fond, l'implication, juste une parenthèse, Geneviève, quand tu parles d'implication, c'est autant à l'intérieur de son entreprise, du mentorat, que dans des associations, que dans des organismes, que justement faire ce qu'on fait actuellement. C'est ce que ça veut dire, redonner aux générations, aux jeunes générations? Oui, puis il faut choisir sa cause. Moi, j'ai choisi, entre autres, de redonner à Filles Actives, qui aide les jeunes filles de 12 à 17 ans à continuer à faire du sport parce que la science démontre qu'il y en a 1 sur 5 rendus en secondaire 5 qui continuent à faire du sport. Quand on pense à l'impact du stress actuellement et à l'anxiété qu'il y a dans les milieux de travail, il faut qu'on prépare une génération qui va être capable de composer avec le stress. Le sport, c'est une façon de le faire. Alors, c'est un exemple de ça. Mon implication à l'FEA, je fais depuis 5 ans la formation sur développer sa confiance en soi. Pourquoi? Parce que je suis convaincue que nos prochaines générations de femmes doivent avoir une confiance inébranlable dans leur capacité pour être capable de contribuer à la société. Fait que chacun de nous, il y a des causes qui nous touchent un peu plus. Moi, je pense qu'il faut s'investir totalement dans ces causes-là pour avoir un impact qui est bien plus grand que la petite contribution qu'on fait.
mais qui va aider les prochaines générations à occuper tout l'espace qu'ils devraient occuper pour nous permettre d'assurer la pérennité. Donc oui, il faut poser des gestes. Je reviens à ça, mais il faut poser des gestes. Isabelle? Oui. Moi, j'aurais évidemment envie de parler d'éducation. C'est sûr que pour nous, naturellement, notre implication sociale se tourne beaucoup vers l'importance de l'éducation. On a, en 2002, quand je dis on, je parle des dirigeants de Calédo, on a fondé Éducaise, qui est notre bras philanthropique, en fait, puis qui vise à favoriser la persévérance scolaire, parce qu'on sait très bien qu'en secondaire 3, ça commence à être critique dans certains milieux, donc particulièrement les milieux les moins aisés. Alors, pour moi, personnellement, puis pour notre organisation, on se tourne vraiment vers l'éducation. On sait qu'actuellement, avec la crise qu'on vit, c'est pas facile. Ça fait partie vraiment de notre quotidien, là. Moi-même, à la maison, on en vit des difficultés, là, tu sais, mes enfants, mes deux grands qui sont encore à la maison sont complètement à distance. Le cégep, ça semble être moins évident présentement. On a certaines difficultés, là. Alors, il va y avoir des impacts pour les générations actuelles, là, qu'on appelle malheureusement la génération COVID. Là, on le lit de plus en plus fréquemment. Puis moi, ça m'interpelle beaucoup parce que cette génération-là va avoir tout à l'heure un fardeau financier, un fardeau démographique important à soutenir. Et puis, on sait que c'est ce que Statistique Canada nous dit, que d'ici 2026, les 2/3 des emplois vont requérir un diplôme d'études postsecondaires. Alors ça, il faut agir vraiment en amont comme société pour contrer le décrochage au secondaire, puis s'assurer que les jeunes puissent non seulement aller chercher un premier diplôme au niveau secondaire, mais aussi poursuivre des études, parce que ça va faire en sorte que notre société va être florissante. On parle beaucoup, évidemment, de la pandémie, ça va de soi, mais les prochaines urgences auxquelles il faudra s'attaquer, on avait commencé à le faire, on a peut-être mis ça un peu de côté comme société, mais c'est tellement présent. Donc, tu as parlé de l'environnement, bien sûr, Geneviève, puis il y a aussi l'éducation. On a des grands débats de société qu'on avait amorcés, mais il faut non seulement poursuivre la réflexion, mais vraiment poser des gestes importants. Ces jeunes-là ont besoin d'être encadrés, puis ils ont besoin d'aller chercher des diplômes tout à l'heure pour que notre société puisse prospérer, puis qu'eux-mêmes puissent s'épanouir. Donc, comme cause sociale, nous, c'est certainement l'éducation qu'on embrasse. Moi, je suis impliquée, donc j'ai participé à la fondation d'Éducaide, j'ai présidé le conseil pendant quelques années avant de prendre la présidence de Calédo. Puis, je suis impliquée avec Force Avenir. Je sais que Geneviève, tu es impliquée aussi. On aura à se croiser prochainement. Donc, Force Avenir qui vise à favoriser, à récompenser l'engagement étudiant. Puis, je trouve ça important aussi, comme on le mentionnait avec Geneviève tantôt, de redonner aux plus jeunes, donc de faire du coaching, du mentorat, le leadership au féminin. Pour moi, ça fait partie de ce que je suis en mesure de redonner aussi là, aux jeunes. Puis en matière d'environnement, je ne peux pas oublier le fait que chez Calédo, on gère un important fonds d'investissement. Donc, on travaille là, cet automne à optimiser notre politique de placement puis de s'assurer on se tourne vraiment vers l'investissement durable et puis de mettre de l'avant tous les facteurs ESG, donc de s'assurer que dans toutes les catégories d'actifs que l'on gère, dans tous nos portefeuilles, on met ces facteurs-là de l'avant. Je pense qu'on doit ça. C'est la moindre des choses qu'on peut faire pour les générations qui nous suivent, là. Alors, on a cette responsabilité-là comme société, mais comme entrepreneur aussi. Oui. Il nous reste là, encore quelques minutes, mais là, je viens d'avoir une question de Marie-Pierre qui nous demande, qui dit « Je suis Marie-Pierre d'Anjou de Promutuelle, de l'Estuaire, une employée de Geneviève, mais elle aimerait savoir comment vous deux, quelles compétences vous avez le plus améliorées, développées dans votre parcours professionnel. » C'est intéressant, ça. Et elle nous remercie pour ce témoignage. L'écoute. L'écoute, ah oui. L'écoute, parce que je pense que quand on commence notre carrière, notre premier objectif, c'est de démontrer qu'on est capable. Alors, on veut démontrer qu'on est capable, on veut performer. On est dans cette espèce de zone-là où ce qui compte le plus, c'est notre capacité à performer. Puis parfois, on passe à côté d'écouter ce que d'autres ont à dire qui pourrait nous aider à être encore plus performants. Moi, j'ai appris à écouter au fur et à mesure où j'ai grandi dans ma carrière en réalisant que le tout est beaucoup plus important, évidemment, que la somme de ses parties. Puis pour que le tout colle ensemble, et que ça marche, ça prend de l'écoute. Ça prend de l'écoute et souvent, les meilleures idées ne viendront pas de la tête. Les meilleures idées vont venir des équipes sur le terrain. Donc, l'écoute, pour moi, c'est devenu une grande richesse. Et même si parfois, quand tu es dans un rôle de dirigeant, les gens s'attendent à ce que ultimement, tu décides et
Et j'essaie, moi, depuis plusieurs années, beaucoup de responsabiliser les équipes en écoutant leurs préoccupations, mais en les amenant, eux également, à trouver les solutions. Donc, pour moi, l'écoute, je trouve que c'est une belle arme. Isabelle, toi, ce que tu as le plus amélioré ou développé au cours de ta carrière? Je trouve ça super intéressant parce que j'écoute Geneviève, puis moi, c'est comme, je prends le même sujet, mais à l'inverse. Alors, moi, naturellement, j'écoute. C'est les gens qui m'écoutent présentement puis qui me connaissent vont dire oui, je pense, quand je suis reconnue pour avoir une bonne écoute. Puis dans le rôle que j'avais, moi, dans le passé, tu sais, comme avocate, on est vraiment en conseil, en support, puis j'étais vraiment dans l'écoute. Et ce que j'ai développé à un moment donné, c'est justement de dire, là, j'ai écouté, j'ai consulté, et je dois prendre une décision. Ça veut dire de se faire confiance, de se fier aussi à notre instinct, tu sais. Alors, j'avais tendance, moi, à écouter beaucoup, mais quand tu arrives dans des postes à haute responsabilité, ben oui, tu la prends la décision, puis c'est pas nécessairement pour plaire à tout le monde, tu sais. L'important, c'est d'avoir été chercher le maximum d'infos, d'avoir consulté, mais il faut donner les alignements, puis il faut prendre une direction. Donc ça, c'est quelque chose, moi, que j'ai appris à faire parce que j'avais tendance à écouter puis à être moins alignée dans les premières années. Donc là, c'est comme dirigeante... prendre position, savoir décider, savoir trancher aussi. Oui. Non, c'est vrai que tout le monde n'est pas d'accord avec ta décision, mais au moins, tu as la satisfaction d'avoir consulté, d'avoir écouté et de dire, ben, c'est par là qu'on s'en va. Gardez le focus. Puis l'autre élément, si je peux me permettre, Sophie, je trouve qui est assez intéressant, c'est toute la question du rythme. Parce que le rythme, savoir battre le rythme, moi, je pense que c'est une des plus belles qualités qu'on peut apprendre à développer. Savoir battre le rythme, c'est lire à quel rythme les équipes sont capables d'avancer, c'est savoir retrancher lorsque c'est nécessaire, pousser lorsque c'est nécessaire. Donc, battre le rythme, je dirais que c'est une autre compétence qu'on acquiert à travers le temps. Oui, je comprends. Puis peu importe la fonction qu'on occupe, en fait, dès qu'on est entouré, qu'on travaille en équipe, il faut comprendre le rythme de tous et chacun pour atteindre nos buts. On a tout écoulé notre temps, mais je voulais quand même juste revenir sur ma première question qui était comment allez-vous avec la COVID? Puis je veux juste savoir pour vous, là, rapidement, à partir de maintenant, là, on ne le sait pas, il y a plein d'incertitudes, on entre dans la deuxième vague, bon, on va voir comment tout ça va se dérouler. Assurément que vos organisations sont équipées et prêtes à faire face à des intempéries supplémentaires, mais est-ce que ça va changer à tout jamais ou du moins pour très longtemps nos façons de travailler, ce qu'on vit actuellement, Isabelle? Bien, moi, je suis convaincue que ça va changer nos façons de travailler pour le mieux et de façon permanente. Là, c'est sûr que présentement, c'est un peu extrême. Là. On est tous à la maison, moi au bureau, mais tout le monde est à la maison. Alors, ce qui va demeurer pour moi, ça va être les outils qu'on a mis en place pour communiquer de façon efficace à distance. Et je pense que d'avoir un mix, d'avoir une espèce de façon hybride d'exercer le télétravail, ce serait la meilleure chose. Je pense que les organisations vont avoir à offrir le télétravail comme mesure d'accommodement. Ça va devenir un avantage concurrentiel pour les employeurs de l'offrir à leurs employés sur une base régulière, tout en se rappelant que je pense qu'il faut, pour maintenir le tissu social des organisations, assurer un temps de présence physique parce qu'il n'y a rien qui remplace ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas aller dans une extrémité. Il faut garder le contact humain. Moi, je m'ennuie des discussions de corridor, là, tu sais, autour de la machine. Oui. Et on attrape tellement d'informations dans l'informel et c'est ça qui nous manque présentement. Il ne faudrait pas perdre ça. Donc, on va conserver le télétravail et des outils, que ce soit Zoom ou Teams. Nous, on les utilisait à toute fin pratique pas ou à de rares occasions. On faisait des appels conférences où on ne se voyait pas quand on était un grand nombre en réunion à l'extérieur. Mais là, maintenant, ça va faire partie du quotidien. Et c'est pour le mieux. Et le piège dans lequel il ne faudra pas tomber, encore une fois, c'est d'aller à une extrémité, c'est-à-dire de perdre le contact. Présentement, ce qui peut arriver, puis on y faisait référence en début de rencontre tantôt, on était tout excités là, d'être l'été, un super bel été, il a fait beau, on était en c'était facile, mais là, on va vivre des moments un peu plus difficiles, l'hiver revient et il y a un certain essoufflement qui peut arriver dans nos équipes. Alors, les vacances n'ont pas toujours été aussi reposantes qu'elles auraient pu l'être, les gens ne sont pas partis très loin. C'est tellement facile de s'insérer dans une petite rencontre, même si tu es en vacances parce que tu es là. T'sais. Alors, il va falloir avoir une discipline. Je pense que c'est notre responsabilité comme dirigeant de s'assurer que les gens ne s'essoufflent pas trop à la tâche parce que oui, on peut être très performant et productif à distance, mais il faut savoir tracer la ligne. Oui, bon conseil. Et Geneviève, de ton côté,
Ben, très rapidement, je pense qu'Isabelle a bien couvert ça, mais moi, je dirais ce qui va rester, c'est probablement un sentiment de confiance assez incroyable en la capacité des organisations de se tourner de bord rapidement, puis d'être capable d'opérer. Alors, toutes ces vieilles résistances au changement-là auxquelles on a fait face, moi, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont tomber parce qu'il y a toujours quelqu'un qui pourra lever la main en disant « Hey, on a été capable de le faire ». Fait qu'on va être capable de faire ça. Donc, je pense que ça va rester. Je pense que la grande zone de vigilance pour nous, pour les 6 prochains mois, si on s'amène au printemps 2021, c'est la santé mentale au travail. Alors, d'en poser des gestes, il y a celui-là de rester à l'affût pour s'assurer que nos équipes continuent à naviguer à travers cette période de turbulence-là le plus sereinement possible. Et ça prend pas mal de vigilance et j'espère que tout le monde qui est à l'écoute aujourd'hui va repartir avec cette idée-là d'être vigilant et bienveillant les uns pour les autres. Oui, en tout cas, merci beaucoup, mesdames, Isabelle Grenier et Geneviève Fortier. Et le Cercle Finance, vous pouvez être fiers de votre sujet parce que je pense que l'objectif est atteint avec Parcours Inspirant parce que comme mot de la fin, je m'en étais préparé un, là, mais je vais vous dire en rafale les commentaires qu'on a. Bravo conférencière, présentation très inspirante. Présentation inspirante pour de jeunes leaders. J'espère que tous mes collègues vont avoir la chance d'écouter cette conférence si possible. C'est tellement enrichissant d'écouter votre parcours, vos sentis. Merci, félicitations, bonne suite dans vos organisations. Alors, voilà, c'est le mot de la fin. Je pense que c'est toujours mieux de le laisser aux gens qui ont écouté. Déjà, on a un feedback en direct. Je vous remercie beaucoup, Isabelle et Geneviève. Ça a été un plaisir. Et tout de suite, je me retourne vers le Cercle Finance pour conclure ce webinaire. Merci, Madame Lemieux. Merci, Madame Fortier. Merci, Madame Grenier. Très, très inspirant de vous écouter aujourd'hui. Donc, c'est toujours inspirant pour les femmes entrepreneurs, pour le marché des finances, pour tout le monde de pouvoir vous écouter puis d'aller chercher le petit peu de votre parcours. Donc, je tiens sincèrement à remercier aujourd'hui Cercle Finance du Québec de ce beau partenariat. Donc, très heureuse de cette belle collaboration. Donc, aujourd'hui, je parle au nom de l'AFEC. Vous savez, l'Association des femmes entrepreneurs du Québec amorce sa 11e année et avec son slogan « Ensemble en croissance », on veut contribuer, on veut évoluer, être plus dynamique, refléter encore mieux les enjeux et besoins qu'on va trouver auprès de nos membres. Donc, promouvoir, développer, soutenir l'entrepreneuriat féminin, c'est une mission pour nous. Donc, ça passe par différentes activités, donc des conférences de ce genre d'aujourd'hui, par des activités qui vont permettre la transmission des connaissances, le partage d'expériences. Donc, aujourd'hui, et on vous l'avait si bien dit, la santé mieux-être cette année sera certainement dans nos discours et dans nos activités pour qu'on puisse introduire le tout à tout le monde. Donc, cette année, notre mission d'ailleurs, c'est de mettre de l'avant nos modèles féminins, comme vous l'avez si bien fait aujourd'hui. D'ailleurs, je vous invite à participer à notre prochaine activité qui se tiendra le 6 octobre. Donc, c'est une conférence suivie d'un réseautage structuré. Donc, on va avoir la chance d'accueillir, c'est Mme Christine Bourret de chez Cribourg Service Conseil en Management qui va nous présenter le cycle d'une saine gestion organisationnelle. Donc, je crois, donc vous pouvez consulter le tout là, sur le site de l'AFEC sur Facebook, LinkedIn, on est présent. Donc, vous allez pouvoir consulter notre mission, bien sûr, en tant qu'association. Merci encore une fois pour votre participation. Encore merci. Donc, Mme Fortier, Mme Grenier, Mme Lemieux pour l'animation. Donc, je passe la parole à Samuel Bouffard pour la suite. Bonjour, je me présente. Samuel Bouffard, administrateur au Cercle Finance du Québec. Venant d'un petit village de 1000 personnes et ayant un père qui n'a pas été au secondaire, j'ai beaucoup de chance d'être parmi vous aujourd'hui au Cercle Finance. Si notre société est si ouverte, c'est justement aux personnes comme Mme Lemieux, Mme Grenier et Mme Fortier qui ouvrent la voie pour beaucoup d'autres. Avec elles, on voit que le leadership n'est pas uniquement pour les hommes, ni pour les femmes, mais pour tout le monde. Tout comme le leadership n'est pas pour les personnes uniquement d'expérience, ni pour les jeunes, mais aussi pour tout le monde. Leur histoire fait partie d'une histoire plus grande, qui est la nôtre au Québec, où tout le monde peut réussir à s'accomplir, peu importe d'où il vient. Je tiens donc à les remercier chaleureusement pour leur effort, leur persévérance et le fait qu'elles pensent aussi aux autres. J'ai la chance aujourd'hui d'honorer une tradition qui nous est chère au Cercle Finance, qui est, elle, d'offrir des boîtiers avec une bouteille de vin aux conférencières. Elles viennent d'arriver, on peut les voir, qui sont ici. Je les trouve très belles. Merci beaucoup d'avoir assisté à la conférence d'aujourd'hui au Cercle Finance et au plaisir de vous revoir. Merci.
Merci.